Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Une forte baisse des futurs postes de titulaires dans le second degré. Les concours enseignants en 2025 ne font pas recette. On en parle dans la première partie de cette émission avec nos invités. Divertir en éveillant les consciences, c'est le mantra du festival Cinéma for Change, un événement culturel et réflexif. On en parle avec Marc Oberon, son fondateur, en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène en Syrie où un nouveau programme éducatif s'organise après la chute du régime de Bachar el-Assad. Louisa, qu'on va retrouver tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la commémoration des attentats du 7 janvier 2015 et notamment la création d'un outil pédagogique par Charlie Hebdo qui permet au corps enseignant d'aborder les sujets, les enjeux de la démocratie avec les élèves. 10 ans après les attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo, suivi de l'attaque de policiers et de civils dans l'hypercachère situé porte de Vincennes, c'est l'heure des commémorations. Si les rues sont devenues « Je suis Charlie », que reste-t-il de ce traumatisme sur les lycéens qui avaient entre 5 et 8 ans au moment de la tuerie? Écoutons les témoignages d'étudiants qui avaient une dizaine d'années au moment des faits. Ils témoignaient ce matin au micro de Victor Vasseur sur France Inter. On a constaté une forme de fracture entre une partie de la jeunesse et ce que porte Charlie Hebdo, notamment dans les valeurs, et qu'il y avait une incompréhension de ce qu'était vraiment Charlie. On se rend compte que Charlie, dans notre génération, est souvent connu, alors un peu par le biais des attentats, mais surtout au travers des polémiques qui peuvent surgir de temps à autre sur les réseaux sociaux avec tel ou tel dessin. Je trouve que les gens de notre âge surtout ont oublié ce que ça voulait dire être une caricature, qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec. Par exemple, avec les caricatures qui sont sorties par rapport au viol de Mazan, là ça a choqué plus d'un et beaucoup de personnes dans les commentaires disaient non mais ils ont toujours pas compris, après 10 ans, en fait ils l'ont bien cherché les attaques. Et pour accompagner les élèves, l'association Dessiner, Créer, Liberté, fondée par Charlie Hebdo, lance aujourd'hui le projet Caricature et démocratie dans les lycées de la région Île-de-France. Objectif, étudier des dessins de presse afin d'encourager la liberté d'expression, comprendre la liberté de la presse, la laïcité, les religions ou encore le terrorisme islamiste. Tous les lycées publics de la région Île-de-France ont reçu un kit composé de 12 dessins. Ils permettront aux professeurs de recontextualiser ces attaques. Et pour aller plus loin, le projet Culture et démocratie proposera aux lycéens de composer leur propre caricature autour du thème de la lutte contre la désinformation. Quel sens trouve-t-on à dessiner des caricatures? C'est ce qu'a exprimé le dessinateur Join ce matin. Puis je savais même pas si j'allais publier un dessin, donc voilà, fallait essayer, voilà. Et puis il y a Villemain, il dit la foudre tombe rarement deux fois au même endroit, donc voilà, faut être optimiste. J'y pense pas quand je fais les dessins, parce que moi quand je fais un dessin, l'idée c'est qu'il soit le plus marrant possible, ou qu'il soit le plus choquant, surprenant pour le lecteur, donc je suis vraiment là-dedans. Par contre, oui, la sécurité, le 7 janvier, voilà, moi j'y pense tous les jours quand je pousse la porte du journal, quand je pousse les portes du journal, plus ou moins lourdes. Moi quand je pousse ces portes blindées, quand je vois ces équipes de sécurité, les armes sur la table, etc., à chaque fois je me rappelle pourquoi elles sont là, quoi. Donc le 7 janvier, voilà, c'est quelque chose qui est très présent et qui nous quitte à aucun moment, même si on n'était pas là le jour de l'attentat. Et si vous souhaitez consulter le cours pédagogique et les dessins dédiés aux lycéens, vous pouvez vous rendre sur le site dessinercréerliberté.com. Et ce matin, nous avons appris la disparition de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti d'extrême droite, le Front National, parti qu'il aura dirigé pendant près de 40 ans. Sa famille l'a annoncé ce matin dans un communiqué. Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. Figure du Front National, il aura marqué l'extrême droite et le paysage politique français avec 5 candidatures aux élections présidentielles. Il restera une figure controversée suite à de nombreuses condamnations pour apologie de crimes de guerre, négationnisme, provocation à la haine raciale ou encore discrimination. Et il laisse derrière lui sa fille Marine Le Pen, élue présidente du parti depuis 2011. Parti qui a changé de nom quand même, qui s'appelle Rassemblement National. On poursuit ce journal avec les incertitudes liées à l'école et notamment le choc des savoirs jugé par Najat Vallaud-Belkacem comme un poids lourd qui doit être porté par les ministres qui se succèdent. Hier, c'était le jour de la rentrée des classes et son lot d'interrogations qui va avec. Et notamment la question du choc des savoirs lancé par Gabriel Attal ou encore des groupes de besoins. Hier, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, avait un avis bien tranché sur la question du choc des savoirs. Alors était-ce une mesure nécessaire? Voici ce qu'elle répondait.
Très franchement, je pense que cette réforme a été adoptée pour de très mauvaises raisons, vraiment. Parce qu'il s'agissait de la façon la plus rapide et efficace possible de se faire un nom pour celui qui l'a porté à ce moment-là. Gabriel Attal en l'occurrence. Gabriel Attal, sans aucune concertation avec les enseignants, avec les personnels de l'éducation, avec une vision de ce que doit être l'éducation aujourd'hui qui est complètement à côté de la plaque, parce que le sujet, au fond, ce dont on a besoin, c'est pas de toujours plus de compétition. Et ce choc des savoirs jugé déstabilisant pour les élèves et les enseignants ne permettrait pas une rentrée sereine. Quant aux groupes de besoins, quel impact ont-ils sur les élèves? Voici ce que l'ancienne ministre confiait. C'est pas comme si, dans cette réforme, avait été inventée, avec les moyens qui iraient avec, une solution pour les élèves en difficulté. La seule chose que prévoit cette réforme, c'est de mettre de côté, de se débarrasser d'eux, des élèves en difficulté. Et ça vaut pour les groupes de niveau, comme pour cette histoire du brevet qui devient un passage obligé pour pouvoir passer au lycée. Personne ne se pose la question de, mais du coup, alors les élèves qui n'ont pas le brevet, qu'est-ce qu'ils deviennent en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Propos confirmés par Sophie Vénétité, professeure de SES, également secrétaire générale du SNES FSU, qui parlait d'une réforme dangereuse pour la démocratie. On l'écoute. Au-delà de la question éducative, d'un point de vue démocratique, c'est très grave quand même, d'un point de vue social, de se dire qu'on a une école qui, comme ça, va aggraver le tri et la sélection des élèves, d'autant plus que ça ne répond pas aux enjeux premiers, ça ne répond pas non plus à ce qu'on demande pour mieux faire réussir nos élèves, parce que bien évidemment qu'au quotidien on voit que nos élèves sont en difficulté, mais c'est pas comme ça qu'on va pouvoir les élever et les faire grandir. Et je note que personne, ni Gabriel Attal, ni Anne Genetet, ni Amélie Oudéa-Castéra, je vais pas faire la liste parce qu'elle est longue, mais personne n'a par exemple évoqué la question de la diminution des effectifs dans les classes. Et si la nouvelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, dit se battre pour éviter les 4000 suppressions de postes, d'autres décisions vont être annoncées, comme la réforme du concours enseignant ou encore les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective. La réforme des concours enseignants qui sera l'objet justement du débat dans quelques minutes sur cette émission. À ce propos, on se rend désormais à Saint-Étienne où l'association Move Enfants a lancé une campagne de prévention et demande une éducation sexuelle pour tous les Stéphanois. Et si cette campagne de sensibilisation est lancée dans toute la France, elle débute à Saint-Étienne. Pour ce faire, les bénévoles ont collé ces autocollants roses autour de 5 collèges et lycées de Saint-Étienne. On peut y lire la phrase suivante: l'éducation affective et sexuelle, c'est ton droit, réclame-la à tes profs. Pour Arnaud Gallet, le cofondateur de Move Enfants, cette sensibilisation est primordiale. Voici ce qu'il disait à ce propos sur France Bleu. Vous savez, moi-même, j'ai été victime quand j'étais enfant de violences sexuelles, etc. Je pense que si j'avais eu à l'école des cours, un enseignement de cette manière-là, ça m'aurait permis de comprendre que j'avais été violé. Très souvent, en fait, un enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. Et permettre l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est aussi pouvoir donner en fait aux enfants un lieu où on va pouvoir recueillir leurs paroles, des clés pour comprendre aussi malheureusement ce qu'ils ont pu vivre. C'est un enjeu majeur. Il y a quand même, on parle de 3 enfants par classe, on parle de 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Il y a bien des enfants qui se posent des questions aussi sur leur sexualité. Il y a bien des enfants aussi qui sont victimes aussi de discrimination. Il y a bien des enfants, bref, qui se posent un tas de questions pour x, y raisons. Et je pense que il est temps, en fait, d'agir en 2025, quand même, rappelons-le, 24 ans après la loi, il serait peut-être temps, quoi. Voilà, c'était Arnaud Gallet. En cette rentrée, ce qui inquiète aussi, c'est la grippe, jugée plus grave que les autres années. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés en ville et à l'hôpital, selon Santé publique France. Par rapport aux 5 épidémies précédentes, le niveau d'intensité à l'hôpital est passé cette semaine de modéré à élevé, tous âges confondus, et à un niveau très élevé chez les moins de 15 ans. Voici ce qu'a précisé Santé publique France le 2 janvier. Toutes les régions de France sont dans le rouge, le taux d'infection est plus sévère chez les jeunes et ceci s'explique par plusieurs facteurs. La co-circulation des virus A et B, aussi appelés virus H1N1 et Victoria, mais aussi par le peu de vaccins effectués. Et Santé publique France rappelle que les gestes barrières sont essentiels et qu'en cas d'infection, il est recommandé de s'isoler entre 5 et 7 jours. Direction le Pas-de-Calais, dans la commune de Marcq, où les élèves de l'aéroport vont désormais porter des uniformes suite à une décision prise par les parents et les élus. On a voulu renforcer cette cohésion, cet esprit d'appartenance à l'école. On est parfois fier de mettre sa tenue de foot. Et bien là, c'est pareil. Voici ce que confiait Corinne Noël, la maire de la commune. Suite à un référendum en conseil d'école, les parents d'élèves ont voté pour tester l'uniforme durant 2 ans. Les 300 élèves vont désormais porter un uniforme bleu marine. Ils ont reçu une blouse, un pull et un t-shirt pour le sport. Objectif, renforcer l'égalité entre les élèves et l'appartenance à l'école. Un bilan sera effectué à
la fin de l'année afin d'en juger les avantages et les inconvénients. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle puisque les élèves de la commune de Castelnaudary et dans l'Aude ont pu profiter hier de l'ouverture du nouveau restaurant scolaire. Les 200 élèves de primaire et maternelle des écoles de l'Est, Petit Prince et d'Audet ont découvert leur nouveau restaurant baptisé 1, 2, 3 Soleil. Cette cantine fut installée dans les anciens locaux du lycée André Aussi afin de désemplir un autre restaurant scolaire de la région. Une bonne nouvelle donc pour les 200 élèves. Et si les maternelles ont été servies à table, pour les plus grands, ils ont pu profiter des joies du self-service. Merci Louisa. Restriction de postes, moins de candidats au concours, baisse d'attractivité du métier et vieillissement de la population enseignante. Alors que se passe-t-il du côté de nos profs? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérémy Congy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes membre du syndicat SE-UNSA. Nicolas Domergue, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup également d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président du collectif 384. Éducation manque de professeurs depuis des années. Ce n'est pas une nouvelle, malheureusement, c'est une réalité. Et pour autant, le ministère a dévoilé tout début décembre le nombre de postes ouverts au concours des enseignants du second degré. Il y a plusieurs concours, on va en parler, il n'y en a pas qu'un seul, souvent on parle du CAPES, mais non, il y en a plusieurs. Et on voit qu'une forte baisse des futurs postes de titulaires est dévoilée. Est-ce que pour vous, déjà, pour l'un comme pour l'autre, c'était une surprise, Jérémy Congy? Alors une surprise, non. La baisse du nombre de postes, elle est constante depuis quelques années. Elle intervient dans un contexte où les concours ne font déjà pas le plein, mais on continue de supprimer des postes, notamment sur des disciplines qui peuvent être déficitaires. Alors on peut s'étonner, par exemple, l'allemand, qui est une discipline qui peine à trouver des candidats avec des conditions d'exercice particulièrement exécrables, qui perd 63 postes. Alors voilà, on a d'autres disciplines comme l'espagnol, les maths. On va en parler justement des disciplines précises. Je voudrais quelque chose d'assez général parce qu'en fait, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi souvent on se dit que ce sont les professeurs qui ne veulent plus, il n'y a plus d'attractivité du métier, donc ils ne veulent plus faire ce métier-là. Mais là, c'est clairement le ministère qui ferme les vannes. Non, Nicolas Domergue. Donc, en fait, moi déjà, je suis affecté donc, dans l'enseignement supérieur. Oui. Et donc, si on a démarré, on a ouvert ce syndicat, parce que c'est un syndicat, le collectif 384, depuis 3 ans, c'est parce qu'une catégorie d'enseignants est complètement oubliée. C'est-à-dire qu'il y a 13 000 enseignants titulaires, sans parler des contractuels, qui viennent du secondaire et qui sont affectés dans l'enseignement supérieur. Et ces gens-là, mes collègues, moi-même, nous représentons entre 40 et 50% des cours de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est énorme. Ah oui, effectivement. Alors, pour quelles raisons notre syndicat s'est monté? Je vais vous expliquer si vous me permettez. Oui, tant qu'on reste dans le sujet. Ça sera très rapide. Oui, pour comprendre. C'est pas compliqué. On est affecté sur des postes de titulaires donc, à temps plein dans le supérieur. Mais on est payé par les universités, enfin les enseignants du supérieur, mais on est quand même géré au niveau carrière par le rectorat, par les rectorats, donc on est un petit peu à mi-cheval entre les deux ministères. Et du coup, il y a eu des revalorisations de prix, mais aussi bien dans l'enseignement supérieur, ça s'appelle le RIPEC, régime indemnitaire donc pour les enseignants et chercheurs. Il y a eu également des revalorisations dans le secondaire, c'est-à-dire il y a eu le pacte, les débuts de carrière, etc. Et nous avons été oubliés de tous. Voilà. D'accord, donc je comprends effectivement une situation extrêmement pénible que vous vivez, mais pour bien comprendre, puisque nous on s'intéresse notamment chez School TV, en particulier effectivement primaire et secondaire, donc effectivement de la maternelle à la terminale, il faut comprendre la situation, clairement pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, de cette thématique des concours enseignants. En fait, on a un nombre de postes possibles et malheureusement, si on veut devenir enseignant et qu'on ne décroche pas, qu'on arrive juste avant-dernier ou second, on n'a pas la possibilité d'enseigner, sachant qu'on manque cruellement de postes. Donc en fait, c'est assez binaire.
les Français, et moi-même d'ailleurs, on ne comprend pas la situation. Est-ce que vous avez un moyen de me l'expliquer, cette situation ? Concrètement, ce nombre de postes, il faut le traduire en personnel, c'est-à-dire que dans les postes qui sont occupés, on a des personnels qui sont en arrêt maladie, on a des personnels qui sont en disponibilité, et donc tous ces dispositifs, en fait, gangrénés les uns aux autres, font qu'on a un manque d'enseignants. Il n'y a pas que la baisse des concours, en fait, qui fait qu'on manque d'enseignants. Il y a aussi l'augmentation, j'en parlerai plus tard, mais l'augmentation des arrêts maladie chez les enseignants, et donc le fait qu'ils doivent être remplacés. On a aussi le nombre d'enseignants qui n'arrivent pas à avoir une mobilité, et donc partent en disponibilité pour pouvoir suivre leur conjoint, par exemple. Et donc ces postes-là, il faut aussi les occuper. Voilà, il y a ces différents dispositifs qui font qu'on en est là aujourd'hui. Il y a le CAPES externe, le CAPES interne. Est-ce qu'on peut déjà expliquer ? Parce que si on prend tous les concours externes de professeurs au collège et au lycée, on voit bien que donc, selon effectivement cette annonce du ministère de l'Éducation, il y a une baisse donc des postes de titulaires, donc, qui est un peu à l'inverse des contractuels. Hein. Donc titulaire, ça veut dire qu'on a un poste d'enseignant qui est prévu en contrat avec l'enseignement privé ou public. C'est ça, en fait, cette dotation en poste, elle intervient au moment du vote du budget normalement. Et donc, on le sait tous, hein, le gouvernement doit faire des économies et donc fait le choix de faire des économies sur les enseignants et sur le nombre de postes qu'il offre à l'enseignement. Et donc, on en vient à réduire le nombre de places au concours. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon de favoriser les contractuels ? Enfin, c'est une question que je me pose. Favoriser vous voulez dire le statut de contractuel, oui. C'est ça, le statut de contractuel. Moi, je peux témoigner des contractuels que l'on a dans l'enseignement supérieur. Voilà, j'ai regardé déjà dans l'éducation nationale, il y a 50% de CDD, 50% de CDI à peu près. Nous, les contractuels dans l'enseignement supérieur, ils se plaignent tous, d'accord ? Parce que nous, on se plaint, nous, on est titulaires, mais eux, on leur fait faire des heures pas possibles. Bien sûr. On leur fait miroiter des CDI qu'ils n'ont, vous savez bien, pas toujours. Voilà. Donc, certains apprennent du jour au lendemain et même dans l'heure qui suit que tout d'un coup ils n'ont plus accès à leurs outils numériques et que donc ils sont rayés de la liste, de la carte. Oui. Mais tout cela avec quand même des classes sans prof de l'autre côté. Oui. Oui, mais en fait, le souci qu'il y a dans notre pays, c'est, moi je le vois, je suis élu dans une commission nationale, le CNESER, donc de l'enseignement supérieur. Le problème qu'il y a, mais je vais vous dire, c'est qu'on ne mise pas sur l'enseignement. On ne mise pas sur les enseignants. Quand je vous explique la situation de mes collègues et de moi-même, de 13 000 personnes oubliées, c'est parce que nous, on n'est que enseignants. C'est grave, on n'est que enseignants. Nous, on ne fait pas de recherche. Donc, comme on ne fait pas de recherche, on nous a oubliés. Tous, ils nous ont tous oubliés. Mais les enseignants du premier et second degré aussi, vous partagez le même constat, non ? Bien sûr, mais quand j'ai entendu un ancien président de la République, c'est quelqu'un d'important, faire passer mes collègues du premier degré comme des feignants, excusez-moi, moi c'est... Vous faites allusion à Nicolas Sarkozy qui parlait des 24 heures par semaine. Oui, mais alors, j'ai la chance dans ma carrière, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans le supérieur, mais je suis passé par le premier degré, j'ai travaillé 5 ans en tant qu'aide éducateur en emploi jeune de Martine Aubry, je connais très bien le premier degré. Je suis passé dans les lycées et les collèges, d'accord ? Donc j'ai une vision vraiment d'ensemble. Mais quand on voit les collègues travailler, moi je ne vois pas de feignants. Moi je vois des gens qui font des heures pas possibles. Et il faut se dire une chose, on fait ce qu'on appelle le plus beau métier du monde. C'est connu, on est le plus beau métier du monde. La question à se poser, c'est comment ça se fait dans ce pays, si c'est le plus beau métier du monde, comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'arrive plus à trouver des gens qui veuillent faire ce métier ? C'est ça. Quand on a posé la question, voilà, c'est pas... Parce que mal rémunéré, parce que mal considéré, mal rémunéré, tout simplement. Bien sûr, mal rémunéré, mal considéré. Et donc pour répondre à votre question sur les contractuels, ils ne sont pas non plus favorisés. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'alors que les remplacements longs ne sont pas assurés, au mois de décembre, on a eu des remontées de différentes académies avec des contractuels qu'on ne renouvelait pas du jour au lendemain parce qu'il n'y avait plus d'argent. Voilà. Et nous, syndicats, on est obligé d'interpeller le ministère, leur dire attendez, les remplacements ne sont pas assurés, les contrats ne sont pas renouvelés, il y a un problème. Et donc le ministère se reprend et envoie à la hâte des instructions aux académies pour faire renouveler les contrats de ses collègues. Les contractuels sont promis dans un cas d'absence de courte durée. Mais dans un cas d'absence de longue durée, que se passe-t-il ? Alors en fait, actuellement, on a des contractuels qui sont CDIsés maintenant. Donc ils ont un CDI avec leur rectorat et donc ils peuvent assurer des remplacements de longue durée.
D'accord. Cette situation est d'autant plus étrange qu'il me semble qu'en 2024, donc il n'y a pas si longtemps, 800 créations de postes avaient été annoncées comme indispensables, et c'est le terme qu'on a repris. Comment on peut comprendre cette situation ? Mais moi, je pense qu'elle s'explique par l'instabilité politique des derniers mois. C'est-à-dire qu'on voit se succéder au ministère de l'Éducation nationale les ministres, et à chaque ministre qui passe, on apprend que d'un côté, il faut des enseignants, de l'autre côté, on en supprime. On nous amène les groupes au collège, où on nous demande de faire des groupes en 6e, 5e, en maths et en français, alors qu'on n'a pas les moyens humains, concrètement, de le faire. Voilà. Il y a une situation très grave. Donc, moi, je parle pour l'enseignement supérieur, si j'ai bien compris qu'on est... Voilà. Les 13 000 postes dont je parle, titulaires, il faut avoir un concours du premier ou du second degré pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc, ça se fait en 2 temps. Donc, on passe par le secondaire. Ce qui est très grave, c'est qu'au CNESER, on a un statisticien qui est venu, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il nous a expliqué, il a fait une projection sur les 10 prochaines années. Et il y a énormément de départs à retraite qui vont avoir lieu, autant chez les enseignants-chercheurs que chez les enseignants du supérieur. Les enseignants du supérieur, je vous ai dit qu'ils font entre 40 et 50% des heures de cours. C'est parce qu'ils font 2 fois plus d'heures de cours que les enseignants-chercheurs qui ont une partie recherche. Voilà. Et il faut en plus 160 heures en moyenne d'heures supplémentaires. Et donc, aujourd'hui, le problème qu'il y a chez nous, c'est qu'on n'arrive plus à les remplacer. C'est-à-dire que les départs à retraite qui arrivent, on n'arrive plus à remplacer les collègues. Moi, la dernière collègue qu'on a recrutée dans mon département, on s'y est pris à 2 fois pour arriver à avoir quelqu'un. Première fois, il n'y avait qu'une seule candidate qui ne faisait pas l'affaire. La deuxième fois, elles n'étaient que 2 et il y en avait une sur les 2 qui faisait l'affaire. Donc ça ne se bouscule plus vraiment au portillon pour entrer sur les postes PRAC-PRCE de l'enseignement supérieur. Mais est-ce qu'on peut seulement prendre l'argument de la baisse démographique comme justification de cette situation, au-delà du budget dont on va parler juste après? Alors le ministère, lui, oui, il l'utilise. Nous, en tout cas au SENSA, nous pensons que cette baisse de la démographie devait permettre d'augmenter la prise en charge des élèves et d'avoir plus d'enseignants par rapport à notre nombre d'élèves et de permettre d'alléger un peu nos classes. Des classes plus réduites. Et voilà, c'est pas le choix fait par le gouvernement. Oui, et alors en plus, ça dépend des territoires, parce qu'encore une fois, quand on parle des grandes villes, on a une possibilité peut-être plus, et encore, peut-être plus aisée de pouvoir faire se déplacer des professeurs d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre. Mais effectivement, en fonction des territoires, c'est une complexité folle. Il y a un vrai équilibre à trouver et c'est l'objet des opérations de carte scolaire qui se déroulent en ce moment. C'est de réussir à conserver un service public de qualité dans les zones rurales, mais aussi de ne pas surcharger les classes dans les zones urbaines sous prétexte qu'on a plus de moyens, il y a plus de facilités de transport, etc. Voilà. Mais on a vu beaucoup de cas de professeurs qui, effectivement, notamment de couples de profs, d'enseignants, qui l'un était affecté dans une ville, l'autre dans une autre, essayaient de pouvoir être affectés autrement, après des années et des années de bons et loyaux services, et n'ont jamais réussi, en fait, à avoir la vie qu'ils souhaitaient avoir. Alors, effectivement, ce qu'on observe en ce moment aussi, c'est l'augmentation du nombre de reconversions professionnelles qui passent, de collègues en reconversion qui passent les concours. Pour vous donner un chiffre, par exemple, dans le premier degré, c'est 18%. Ces 18%, ils ont déjà une vie avant même leur profession de professeur des écoles. Donc, ils sont installés, ils sont sur un territoire et on va leur demander d'aller dans le département d'à côté sous prétexte qu'ils n'ont pas été bien classés au concours. Alors, certes, ils le savent, etc. Ensuite, le problème, c'est une fois qu'ils sont titulaires, la mobilité, ils ne l'ont pas. Ou très 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 difficilement. Il y a des territoires en France qui sont inaccessibles. Inaccessibles. Voilà. Je peux témoigner, moi, bon, là, il faut que je retourne à mon passé, mais je peux témoigner du fait que j'ai été TZR, par exemple, dans le secondaire. Ça veut dire quoi, TZR? Ça veut dire titulaire sur zone de remplacement. Et donc, je comprends tout à fait ce que vivent mes collègues TZR du second degré, voilà. Et c'est invivable, c'est pas compliqué. Pourquoi c'est invivable? Parce qu'au dernier moment, à la rentrée, vous attendez de savoir où vous allez être affecté, on ne vous le dit pas, on ne le sait pas, on attend. Donc, c'est pratique, on a une vie de famille
famille, voilà, c'est très très simple d'arriver à vivre comme ça par rapport à sa Oui, parce que ça peut être 1h30 de trajet. Oui, mais on peut vous muter dans un autre département, on peut vous muter une matinée d'un côté, un après-midi de l'autre. Voilà, c'est des conditions très très compliquées pour les gens. Et ce qui est important, c'est d'avoir des personnels qui soient, impliqués dans les équipes. Comment vous voulez impliquer des gens dans des équipes quand on les prend une semaine par-ci, une semaine par-là? Voilà. C'est pour ça que nous, on est le syndicat collectif 384 pour le statut de fonctionnaire, voilà, pour un statut pérenne dans le temps. On le voit bien, nous, dans le supérieur, on a des personnels à l'année. Bon, on a également des intervenants extérieurs, mais c'est particulier parce que, bon, il y a des contractuels dans l'enseignement supérieur, il y a aussi des vacataires, mais c'est particulier parce que eux, ce sont des professionnels. C'est-à-dire qu'ils amènent leur savoir du terrain. Par exemple, en audiovisuel, on en parlait tout à l'heure, là, en audiovisuel, on a des spécialistes qui sont des spécialistes audiovisuels et ils ont un certain nombre d'heures de cours à faire. Mais bon, dans le contrat, il est obligatoire de travailler à côté et de venir faire ses heures en plus. Voilà. Pour revenir à cette problématique et cette annonce surtout du ministère de l'Éducation par rapport effectivement à cette baisse des futurs postes de titulaires là qui a été dévoilée, vous l'avez dit, ce n'était pas une surprise, selon vous, on s'y attendait. De l'autre côté, il y a un manque cruel de profs et on le sait, ça devient dramatique. On a parlé, vous l'avez évoqué, en fonction des disciplines. On n'arrête pas de parler du choc des savoirs fondamentaux, du maths, du français qu'il faut absolument remettre sur le devant de la scène. Il faut absolument élever le niveau des élèves français qui sont très mauvais en maths et assez mauvais en français aussi, il faut le dire. Et pour autant, eh bien, on voit que ces postes baissent, le nombre de postes baisse. Alors ça, pareil, comment ça s'explique? Alors, c'est là qu'est tout le drame de la situation, c'est qu'on ne se l'explique pas. Ce qu'on observe, nous, sur le terrain, c'est que les mesures pour les groupes au collège sont, les groupes de besoin, c'est ça? 6e, 5e, c'est ça. Ils sont pas de groupe de niveau, mis en œuvre selon les capacités de chaque établissement, parce que finalement, chaque établissement fait comme il peut, et avec les moyens qu'on lui donne. Et voilà, et là, cette baisse-là, on ne se l'explique pas, vraiment. C'est un métier qui est compliqué aujourd'hui. Moi, je l'explique, c'est un métier qui est compliqué. Il y a des gens qui ne souhaitent pas faire ce métier parce qu'il est compliqué. Mais vous voyez, dans l'enseignement supérieur, moi, je me bats à chaque fois que je monte au CNESER par rapport à mes collègues pour leur expliquer qu'il faut, on veut, nous, l'enseignement au niveau de la recherche. Vous voyez, le collectif 384, c'est ça. C'est la recherche et l'enseignement au même niveau. Parce que moi, je me retrouve avec des gens qui ne parlent que de recherche. Alors moi, j'ai rien contre la recherche. Notre nouveau ministre, était à Ariane, donc au CNES. Je voudrais juste revenir en fait au sujet du jour, parce que je comprends votre problématique, mais il faut qu'on puisse être bien clair sur le sujet. Et on parlait du français et des maths et des savoirs fondamentaux, parce qu'avant d'arriver à la recherche, il faut déjà parler français, l'écrire, le lire et savoir compter. Donc, c'est déjà cette problématique de base à l'école, au collège et au lycée, lorsque, sans parler des groupes de besoins, on est même hors dehors de ça, parce que c'était une expérimentation, elle a été finalement déboutée par le Sénat. Je vais expliquer pour quelle raison le métier d'enseignant n'attire plus. Oui, je comprends. Parce qu'on ne mise pas sur l'enseignement, quoi. On ne valorise pas l'enseignement. Oui, mais, non, mais j'entends tout à fait, mais c'est vrai que se dire que le nombre de postes va baisser, et particulièrement en français et en maths, alors qu'en revanche, en histoire-géographie, en sciences et vie de la Terre, ou alors encore en philo, ça gagne des postes. Alors pareil, je m'interroge. Voilà. Enfin, je vous interroge peut-être. C'est au niveau de la gestion interne, après pour quelles raisons C'est ça, c'est la gestion des flux d'entrants dans les différents corps et de personnel qui partent à la retraite aussi. Il y a cette gestion-là que le ministère... Mais il y a plus de profs de maths et de français qui partent à la retraite que de profs de SVT. Non, mais on est d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a que le gouvernement qui pourrait nous expliquer pourquoi cette baisse. Nous, on ne se l'explique pas, on n'arrête pas. Mais aucun de vos collègues ne plus, parce que j'ai lu tous les articles, personne ne se l'explique non plus. Mais depuis des années, on demande l'augmentation du nombre d'enseignants dans ces disciplines-là, et encore une fois, on nous baisse. Et vous voyez, en lettres, on passe de 130 à 60.
Bon, et le budget n'est pas encore voté, on a compris, hein, le projet de loi de finances, c'est pas encore maintenant. Pour autant, c'est quand même en pleine discussion. Donc là, est-ce qu'on peut espérer courant, début 2025, à avoir un changement qui va s'opérer par rapport à ce nombre de postes titulaires? Nous, on l'espère vraiment, et on a contacté l'ensemble des députés pour leur faire part de nos convictions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à atténuer cette perte de postes. Alors on comprend qu'il faut faire des économies, etc. Mais le nombre de postes qui devaient être supprimés sur l'ancien projet de loi est juste astronomique. On a entendu Madame Borne expliquer qu'elle veut se battre pour qu'il n'y ait pas cette suppression de postes. Moi, je l'ai écouté hier. Donc, Vous l'avez entendu dire qu'elle n'était pas spécialiste du sujet aussi. Ça vous a choqué? Oui. Personnellement, mais c'est pas que Madame Borne, personnellement, je pense que tout ministre devait être spécialiste dans le domaine. Enfin, ça paraît être de bon sens, mais bon, écoutez, voilà, moi je pense qu'une personne spécialiste, quand on est à la tête d'un ministère, il devrait y avoir des personnes qui soient spécialisées. Non, vous ne croyez pas, c'est la logique. Qui veut ça? Plus rien ne nous étonne. Les paroles malheureuses du ministère se multiplient et ne se ressemblent pas. Écoutez, espérons que cela change. Maintenant, peut-être que, voilà, c'est vrai qu'on l'a appelée, elle est appelée Madame 49.3, etc. 23, 49.3, oui, voilà. Elle peut mériter sûrement. Moi, je me dis qu'il faut laisser leur chance aux personnes. J'espère qu'elle va aider l'enseignement, voilà, maintenant. En tout cas, la rémunération est le point précis. Les conditions de travail, clairement, feront renaître une attractivité du métier, pour résumer. Oui. Je dirais que globalement, la crise, elle est dans l'ensemble du métier. Hein. On le voit avec... si on reprend l'ensemble des réformes des retraites qui sont arrivées depuis ces dernières années, on a fait reculer l'âge de départ à la retraite vers 62 puis 64 ans, avec des enseignants qui entrent de plus en plus tardivement dans le métier aussi, puisqu'on devient enseignant aux alentours de 23 ans maintenant. Si on compte 43 ans d'annuité, on a des enseignants qui vont jusqu'à 66 ans. Voilà. Donc, d'où l'augmentation aussi d'enseignants qu'on observe en ce moment. Il y a un rapport France Stratégie qui le dit. On a un nombre d'enseignants âgés, en tout cas en fin de carrière, qui augmente. Forcément, on a reculé l'âge de départ à la retraite. Forcément. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau du Grand JT. Jérémy Congy, membre du syndicat SE-UNSA. Nicolas Domergue, merci aussi d'être venu, président du collectif 384. Eh bien, écoutez, on croise les doigts. On se souhaite tous une bonne année, différente, bonne année. Positive, avec de bons engagements. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe, et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain.
L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir pour démarrer cette année divinement Marc Obéron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a déjà reçu sur School TV, sur ce plateau. Vous êtes fondateur du festival international le Cinema for Change. Ouais. C'est un festival qui est génial, dont on va parler évidemment dans quelques secondes. Juste avant cela, vous êtes producteur, ouais. Marc Obéron, et tout a démarré avec ce film dont le titre est 8. Ouais. Et je vous laisse le pitcher mieux que moi, mais je sais que c'est l'histoire de 8 réalisateurs. C'est gentil, parce que ça remonte c'est quand même magnifique, c'est-à-dire que c'est très rare d'avoir. On a en tête tous 8 femmes, qui est un très beau film. Ouais. On a en tête tous en fait ces exemples de producteurs qui ont essayé avec plusieurs réalisateurs. Ça n'a pas toujours été un succès, mais le vôtre, oui. Oui, il y a une particularité. En fait, moi, je me suis intéressé en 2000 à la campagne de Kofi Annan qui s'appelle les Objectifs de développement durable. Donc, à l'époque, il y en avait 8, maintenant il y en a 17. Et j'avais invité 8 réalisateurs à me dire comment ils voyaient le monde à travers ces sujets, en réalisant chacun une histoire qui les touchait. Et effectivement, l'aventure a été une longue aventure de 7 ans avec Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Wim Wenders. Sacré nom quand même. Et le dernier, super nom, et Gaël Garcia-Bernal, bien sûr, voilà, tout à fait. Et quand je fais ça, c'est que je fais le tour, parce qu'on a tourné un peu partout dans le monde, parce que chacun était plus ou moins à un endroit, et on est parti tourner. Et chacun s'y est beaucoup investi et a tourné un court-métrage pour partager son point de vue. Et quand on a lancé le film, franchement, je ne savais pas où on allait. Moi, mon métier, comme vous l'avez dit, c'est de produire. J'ai fait ce film. Quand on l'a sorti, au bout de 7 ans, on l'a mis en ligne sur YouTube. On a eu 2,5 millions de gens qui sont venus le voir en un mois. Donc en 2010. Donc c'était Donc il y avait déjà une prise de conscience. On ne savait pas encore trop réellement ce qui se passait. On ne savait pas. On n'avait pas l'idée de la crise climatique réelle. Non. On n'avait pas encore cette notion de se dire il faut absolument qu'on recompose avec une vie nouvelle, qu'on repense l'esprit, etc. Il n'y avait pas ce sentiment de réalité. Et puis surtout la sensibilisation et le côté éducatif qui nous intéresse particulièrement ici chez School TV. Oui, oui, tout à fait. Et puis moi j'avais juste ce sentiment que ce que je faisais était juste. Mais je n'avais pas de calcul particulier quand je l'ai fait. Je savais juste que j'étais en phase et qu'il fallait que je continue. Et puis après, quand on a terminé le film et qu'on a eu 2,5 millions de gens, j'ai transformé ça effectivement pour continuer, parce que l'aventure était malgré tout belle. J'ai transformé le film en un festival. Voilà. C'était le Temps-Presse, c'est ça? Qui s'appelait le Temps-Presse. Non, mais vous savez tout. Le Temps-Presse, ça veut dire déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que le Temps-Presse, on a peu de temps, effectivement, pour faire basculer les choses, pour pouvoir transformer l'essai. Oui, puis c'est intéressant, parce qu'à l'époque, quand on l'a appelé le Temps-Presse, on était dans cet état d'esprit. Il y avait un truc, parce que ça peut être un peu anxiogène, le Temps-Presse. Ça l'était. Mais en même temps, pas grand monde écoutait, donc on avait le sentiment un petit peu de se battre un peu dans le vent et de pas vraiment avancer. Et donc on poussait, et on était, c'était une bagarre. C'était pour moi le Temps-Presse, l'époque du Temps-Presse, c'était une bagarre. Et puis il y a 5 ans, on a créé un événement cinéma qui s'est appelé Cinema for Change, dont la presse a beaucoup repris le nom. Et je me suis dit que c'était un message, qu'il fallait qu'on vienne à quelque chose de plus accessible. D'où Cinema for Change. Ce Cinema for Change, ce festival, on va en parler justement. Alors, il se passe en 2 phases. La première, déjà, c'est la phase des longs métrages. Racontez-moi. Donc, ça aura lieu du 8 au 12 avril au Pathé Palace cette année. On va projeter 6 longs métrages qui seront suivis des débats. Donc on est en train de finir la sélection, donc on ne va pas effectivement développer ça maintenant, mais le principe c'est on va au cinéma, on assiste à un film et c'est suivi d'un film le film va être suivi de la présence d'experts ou de personnalités influentes qui vont parler des sujets qu'on va traiter. Alors on a toujours bien sûr l'égalité femmes-hommes qu'on met toujours au centre de notre axe dans tous les sujets que l'on a. Mais voilà, on est en train d'ouvrir d'autres sujets cette année et on en aura plusieurs. Mais le développement durable aussi quand même est au centre du festival. En fait, il y a un thème choisi donné. En fait, le thème c'est l'engagement. Alors c'est extrêmement large. C'est tout ce qui va avoir un impact sur vous et sur moi dans nos vies. Donc c'est extrêmement
large, mais en fait, c'est tout ce qui a un impact qui va nous permettre de mieux vivre notre vie ou de la subir. Ça s'appelle les objectifs de développement durable. Alors, c'est très institutionnel. Il y a 17 sujets, mais voilà, on va parler de paix et justice, on va parler de l'environnement, de la biodiversité, de l'impact du climat sur les océans et les mers. On peut parler de la qualité de l'air. Enfin, c'est tous les sujets qui aujourd'hui ont un impact. Moi, je m'y intéresse et j'utilise l'émotion des films pour éveiller les consciences et embarquer les gens, mais surtout utiliser l'émotion pour que les gens passent un bon moment, parce que c'est du cinéma, je suis producteur, j'adore mon métier. Oui, vous avez donc raison. on commence par ça, et après on embarque les gens dans un débat avec des gens, parce que j'ai pas leur expertise, et on a la chance d'avoir des gens qui ont une connaissance extraordinaire sur certains sujets, et ils viennent le partager. Donc ça, c'est la partie cinéma. Juste par rapport à cette partie-là, ces réalisateurs, c'est vous qui allez les chercher, c'est eux qui viennent vers vous, comment ça se passe? Quand on est engagé justement, quand on a envie de défendre des idées via le cinéma, comment s'opère cette alliance? Alors ça fait 20 ans que je fais ça. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on travaille surtout avec les distributeurs et ils savent ce qu'on cherche. Et puis nous, on cherche aussi, parce qu'on regarde ce qu'il va y avoir aux Oscars qui va arriver là, on va regarder ce qui va arriver à Berlin. On n'aura pas les films qui vont aller à Cannes parce qu'on ne pourra pas les avoir, on est avant. Mais voilà, mais donc on va aller effectivement chercher, et puis on va aussi chercher des films qui sont déjà sortis, qui font partie de la vidéothèque mondiale du cinéma, pour lequel on va, je peux juste vous en dire un, et puis je n'en dirai pas plus, on va projeter Le Grand Bleu pour parler de l'impact du climat sur les océans et les mers. Fantastique. Donc voilà, donc du bon cinéma, un bon kiff autour de ça, et puis à côté on fait venir des gens qui connaissent extrêmement bien le sujet, et on va expliquer aux gens pourquoi effectivement les phénomènes qu'on a aujourd'hui arrivent, et pourquoi les tempêtes sont plus importantes, pourquoi il y a des cyclones plus importants, voilà, pourquoi tout ça nous arrive aujourd'hui. Ça, c'est côté long métrage, qui est déjà une partie très importante et formidable, parce que c'est encore une fois sensibiliser le grand public au développement durable, à tous les sujets d'engagement dont on vient de parler, et notamment l'égalité homme-femme, vous l'avez dit. Il y a aussi ce festival qui reçoit donc des courts-métrages. Combien de courts-métrages reçus? Alors, on en reçoit à peu près 300 chaque année. On a créé un comité de visionnage maintenant qui est externe, parce qu'on a 3 catégories. On a des enfants, des collégiens, lycéens et des étudiants qui participent. La particularité, c'est que les jurys de la compétition court-métrage sont les élèves dans les écoles. Ça ne se passe pas pendant le festival, ça se passe en ce moment, ça a commencé. Du 2 janvier au 31 mars, les élèves dans les écoles vont visionner les courts-métrages. Ils vont visionner, ils vont voter et puis participer à c'est génial, en fait, vous les rendez complètement acteurs finalement de leur propre choix de société. C'est-à-dire acteurs de ce qu'ils voient, acteurs de ce pourquoi ils votent. Et donc de l'engagement majeur qu'il va y avoir. Oui, aussi. On essaie surtout aussi de leur alors on utilise, c'est la force de l'image, parce que je pense que les films qui viennent avec de l'émotion sont extrêmmement inspirants, donc ils se projettent dans les personnages, et donc ces histoires vont rester plus longtemps chez eux. Et puis surtout, ce qu'on veut absolument leur transmettre, c'est leur montrer d'abord qu'on leur fait confiance, parce qu'ils deviennent jury. Ouais. Et qu'un jour, voilà, et que même s'ils sont jeunes... Ils sont petits citoyens. Et donc ils sont petits citoyens, mais exactement. Ouais. Et que par rapport à ça, justement, futurs votants, l'idée du vote et de la valeur du vote, pour nous, est essentielle, parce que ça nous permet effectivement de leur dire qu'ils ont un pouvoir dans notre société aujourd'hui. Donc ça veut dire que si un établissement, chef d'établissement, des professeurs regardent notre échange, et ils sont nombreux évidemment, on le souhaite, grâce au QR code qui va s'afficher, je l'espère, eh bien ils vont pouvoir, notamment, ou le lien, eh bien ils flashent et ils peuvent effectivement vous joindre, se connecter et récupérer. Ils s'inscrivent, c'est gratuit, ils peuvent aller sur cinemaforchange.org s'ils n'arrivent pas à... Ils vont dans la partie prix jeunesse. J'ai une classe, j'ai une école, je m'inscris, c'est gratuit, c'est de maintenant au 31 mars, ils peuvent faire participer leur école ou leur classe, et c'est extrêmement simple. Et surtout que ces films, on est d'accord, Marc Oberon, permettent des discussions en classe, qui sont des discussions qui rentrent dans le cadre finalement du programme scolaire. C'est-à-dire ce sont des discussions qui s'opèrent sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur le développement. C'est tellement ça. C'est toute l'idée en fait. C'est d'amener, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est aussi leur permettre de prendre conscience du pouvoir qu'ils peuvent avoir par le dialogue. C'est grâce au dialogue, ils peuvent effectivement gagner ou tout simplement franchir des niveaux de relation avec les autres. Donc l'idée du dialogue, l'idée de la responsabilité, l'idée de la citoyenneté, l'idée de la République est vraiment au centre de nos sujets.
C'est bien de remettre ça au centre du sujet, comme vous le dites. Je le dis quand même, je crois que c'est de nombreux pays francophones, beaucoup en Afrique. Non, mais c'est extraordinaire, parce que c'est pas un festival... Alors, les festivals nationaux sont formidables, bien sûr, mais là, on est vraiment sur un festival international. Ouais, on a plus de 17 000 élèves qui ont participé à la dernière édition dans 21 pays francophones. Ouais. Pour l'instant, on n'est que francophones. Je cherche les sous pour avoir plus, pour qu'on soit plus présent en Europe. Mais en tout cas, l'idée, c'est que déjà, on a 17 000 élèves. Là, on s'attend à dépasser les 20 000 élèves, voire même plus. Et puis, la belle histoire, c'est que ça fait 14 ans qu'on fait ça. Donc, d'année en année, l'addition de tout ça fait que cette année, on va dépasser les 100 000 élèves qu'on a sensibilisés à tous ces sujets par le cinéma, par l'éveil, par la discussion, par le dialogue. Et puis, je peux vous assurer, on pourra en faire quelques-uns. Puis la petite histoire aussi, j'en profite. J'ai commencé avec un de mes enfants, ils étaient 30. Et aujourd'hui, voilà, ils sont plus de 20 000 à participer dans une vingtaine de pays. C'est pour dire, c'est pas... Bravo. C'est le sujet qui est fort. Je ne peux que dire bravo. On rappelle juste les dates et on rend l'antenne parce que je vais me faire tuer. Les dates du festival. Du 8 au 12 avril. Ouais. Et puis les inscriptions, c'est maintenant et pour participer jusqu'au 31 mars. Voilà, le QR code qui s'affiche une nouvelle fois. Merci beaucoup Marc Obéron d'être venu de m'avoir reçu sur le plateau du Grand JT, fondateur du Festival international Cinéma for Change. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique, vous nous emmenez en Syrie où après plusieurs jours de fermeture, collèges, lycées et universités ont réouvert sous un nouveau jour, avec notamment la refonte des programmes scolaires après la chute de Bachar el-Assad. Alors, nouveau jour, on va le voir, chronique en demi-teinte, Virginie, surtout, je vous explique. Le 15 décembre dernier, ce fut la reprise des cours pour les élèves syriens, un jour particulier, une célébration pour les élèves et leurs professeurs. On le voit sur ces photos prises dans une école privée de Damas. Au revoir le drapeau et l'hymne national, bonjour aux chants et aux couleurs de la Révolution. La directrice de cette école privée confiait aux élèves la phrase suivante, je vous la cite, « C'est une nouvelle ère qui commence, c'est au tour de votre génération de bâtir notre future société ». Alors, au vu du contexte et de la chute du clan Assad, justement, c'est combien d'élèves ont pu reprendre le chemin de l'école? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au premier jour, à peine 30% des élèves étaient présents et ceci s'explique par deux facteurs. D'abord, les familles qui ont fui dans les campagnes par peur du nouveau gouvernement en place et deuxièmement, par les bombardements israéliens. Mais cette rentrée fut tout de même comme un jour de fête pour les élèves car ils vont enfin pouvoir la véritable histoire avec un grand H de leur pays jusqu'ici sous dictature et vous allez l'entendre, Angelina, étudiante en médecine, elle est très heureuse de cette nouvelle prise de pouvoir. On l'écoute. Je suis une femme, je ne porte pas de voile. Ils ont dit que personne ne devrait dire aux femmes ce qu'elles doivent porter ou non. S'il vous plaît, regardez ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. On ne peut pas savoir ce qui va arriver, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils font est très bien. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle ère, une dictature qui tombe, celle de Bachar el-Assad, ce qu'on sait de plus. Alors pour rappel, un petit point historique, après 50 ans de dictature et d'acharnement permanent contre son propre peuple, le 8 décembre dernier fut marqué par la chute du dictateur Bachar el-Assad après l'offensive des rebelles de groupes islamistes radicaux et le départ en catimini du dictateur. Cette reprise des cours est donc libératrice pour le peuple syrien. Les jeunes demandent même à ce qu'on puisse réécrire les manuels, notamment ceux d'histoire et de littérature. Mais c'est surtout, et c'est ce qui est important, la liberté d'expression qui est retrouvée pour les professeurs. Comme le confiait le directeur de l'école Nala Zedan à African News, je cite, « La Syrie essaie de construire ce pays avec ses enfants qui sont venus, même si je pense que certains d'entre eux ont peur, ils sont venus pour construire la Syrie et pour vivre les victoires de ce pays. » Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'imposait le régime aux élèves avant la chute, justement, de Bachar el-Assad? Alors, ce qu'ils devaient apprendre, c'était des élèves qui étaient consacrés, qui encensaient le dictateur, assistaient à des cours intitulés « Enseignement national » qui concernait l'histoire du clan Assad ou encore apprendre l'histoire de la Syrie, mais sous le prisme de la dictature. Par exemple, les élèves n'ont jamais appris la vérité sur le clan Assad et à chaque fois qu'un mouvement apparaissait, eh bien, le régime demandait à ce que l'on change les programmes scolaires. Quant à ce qui s'est passé en Syrie avant le clan Assad, eh bien, dans les manuels scolaires pour les élèves, c'est le trou noir. Bon, alors, qu'est-ce qui va réellement changer? Est-ce qu'on a vraiment des informations? Est-ce qu'on est dans une ère réellement positive? Ou est-ce que, finalement, on est encore en attente? Je vais répéter, Virginie, c'est demi-teinte. Ce que l'on sait, c'est que le premier jour, le gouvernement a demandé aux responsables d'établissement de décrocher les portraits du père et de Bachar al-Assad, de retirer le drapeau syrien pour le remplacer par celui de la Révolution. Mais je le disais, je me répète, demi-teinte, car on a d'un côté la promesse d'une liberté retrouvée et de l'autre déjà
une première polémique concernant les programmes scolaires. Bah oui, cette polémique remonte à mercredi dernier suite à une annonce faite sur la page Facebook du ministère de l'Éducation concernant justement les modifications des enseignements scolaires. Et je vais vous lister ces modifications. Mais depuis ce poste, le ministre de l'Éducation syrien a confié dans un communiqué sur Telegram, je cite, « Les programmes de toutes les écoles syriennes resteront tels quels jusqu'à ce que des comités spécialisés soient formés pour les examiner. » Car ce qui inquiète dans ces modifications de programmes scolaires, c'est la dangerosité des révisions sémantiques qui pencheraient vers une vision islamique. Lors de cette annonce sur la page Facebook du ministère de l'Éducation, on recensait déjà 14 000 commentaires. Il était question, je vous en cite, quelques exemples. Tout d'abord, remplacer dans les cours religieux la phrase « régie par la loi de la justice par régie par la loi de Dieu », reformuler des extraits du texte du Coran faisant référence aux juifs et aux chrétiens, supprimer la théorie de l'évolution, réviser certains principes philosophiques, réécrire des passages de l'histoire. Je pourrais encore continuer, je vous en donne un dernier exemple. Le régime souhaite supprimer les poèmes sur les femmes et l'amour et justifie que ces mesures permettraient d'effacer toute trace de l'ancien régime et donc, comprenez par là, du clan Assad. Certains préviennent quand même de la dangerosité de ces mesures, comme le journaliste et militant kurde Yezidi Shirar Khalil, qui sur sa page Facebook disait « L'éducation fondée sur des idéologies extrémistes peut façonner des individus dont les idées menacent la sécurité régionale et internationale. Changer le programme scolaire sous la supervision de HTC n'est pas seulement un danger éducatif, mais une menace à long terme pour le tissu social et l'avenir de la Syrie. » Voilà. Conclusion Virginie, cette reprise des cours peut sembler positive, mais l'avenir de la Syrie reste tout de même en suspens. Dans un Moyen-Orient, soulignons-le quand même, où la condition féminine est quand même très menacée. À date, les filles peuvent assister à tous les cours sans obligation de porter le voile. Alors espérons que l'éducation soit la même pour toutes et tous et surtout reste accessible à toutes et tous. Oui, la reprise des cours déjà est une bonne chose. Effectivement, saluons la chute de Bachar el-Assad et la reprise de ces cours pour les élèves. Voilà, on espère que la suite sera aussi bonne. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver le ZAP. À la Révolution française, qui déclare de façon très formelle que la collectivité, la nation, se doit d'intervenir et d'agir auprès des plus fragiles. Après, il va se passer beaucoup de temps avant que l'on passe des déclaration d'intention à la réalité. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues? Parce que l'aide sociale à l'enfance intervient par rapport à des mineurs. Et mon livre fait état de fragilité, de vulnérabilité et de prise de position et d'attitude et de décision de l'aide sociale à l'enfance qui sont tout à fait critiquables, sauf que jamais l'aide sociale à l'enfance ne mettra sur la place publique ces justifications, non pas parce qu'elle se considère comme inattaquable ou qu'on ne doit pas la critiquer, mais parce qu'on se doit de protéger l'intimité des enfants et des familles. Et il y a un tas de choses qu'on ne peut pas raconter. Lorsque la presse s'empare de situations compliquées et dénonce, à juste raison, eh bien en face, il y a le grand silence. Et donc c'est aussi source de plein de, je dirais, d'illusions, d'idées reçues, de fantasmes sur l'aide sociale à l'enfance. Et ça représente quoi pour un scout en termes d'engagement au quotidien? C'est des vacances, c'est... C'est une tenue déjà, c'est une tenue les amis, que je n'ai pas. Ça commence par des vacances. Ouais. Je pense que le petit scout qui débarque, c'est un peu plus qu'une colo, c'est un mouvement de jeunesse. Il y a une grosse différence là-dessus. Là où il y a un rendez-vous seulement en hiver ou en été pour les colos, il va y avoir une activité, alors en fonction des groupes, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et donc il y a cette notion aussi de se retrouver plus que seulement pendant la partie des vacances. Et donc d'abord c'est un engagement de venir aux activités, puis petit à petit, et c'est vraiment ça le message du scoutisme, c'est rendre autonome le plus tôt possible nos jeunes. Donc chez nous par exemple, on a des chefs d'équipe qui vont donc dès 14-15 ans. C'est quoi d'ailleurs, pardon de vous couper Jérémy, c'est quoi l'organisation? Je me souviens qu'il y avait à l'époque, j'avais fait des missions sur les Jeannettes, les Louvettes, tout ça. Vous avez ça, bien sûr. Oui. Alors, chacun a ses appellations en fonction des groupes. Nous, par exemple, à partir de 6 ans, du coup, on démarre, on est bâtisseur. D'accord. Puis on devient éclaireur à partir de 11 ans. D'accord.
Pendant cette période-là, donc à 14-15 ans, on devient ZADEC, c'est animateurs d'équipe. D'accord. Et donc, ils vont devoir gérer et manager à leur taille une équipe d'une quinzaine de personnes. C'est ça, il y a un rôle, chacun a une fonction. Oui. C'est très... Et ensuite, la branche perspective qui est l'équivalent des pionniers, qui est vraiment ce moment où on va voyager, sortir un peu de la troupe pour aller voir ailleurs. Et après, on devient donc animateur. C'est un conseiller d'orientation virtuelle. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi consiste précisément cet outil ? Effectivement, Totis, c'est une plateforme d'orientation qui existe depuis 6 ans, qui est déjà très vaste en termes de contenu sur que faire après le bac, la poursuite d'études, choisir son métier. Donc c'est énormément de contenu. C'est des dizaines de milliers de contenus d'informations sur les études. Et on a remarqué, je pense comme un petit peu tout le monde, que l'intelligence artificielle allait prendre de plus en plus de place, et notamment les intelligences artificielles génératives, en fait, qui sont avec lesquelles on discute. Donc on pense forcément à ChatGPT. Allait prendre de plus en plus de place dans nos recherches du quotidien sur plein de domaines, et forcément l'orientation ne fait pas exception. Et on s'est dit, d'accord, est-ce que ChatGPT en fait va nous faire disparaître, nous, plateforme d'orientation, parce que finalement tout existera sur ChatGPT. Et en essayant justement d'utiliser les IA pour l'orientation, on se rend compte qu'aujourd'hui elles inventent parfois quand elles trouvent pas l'information, et que en fait c'est tellement complexe. L'orientation, on évoquait Parcoursup, c'est 24 000 formations, les grades, les visas, les formations professionnalisantes, théoriques, universitaires, publiques, privées. Donc dans cette myriade, on s'est dit, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une intelligence artificielle qui soit, on va dire, associée à une base de contenu, et donc associée à la plateforme Totis. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on utilise la puissance de l'intelligence artificielle générative, mais dans un cadre limité qui est le contenu du média, et donc elle va pouvoir en fait être un conseiller d'orientation, c'est-à-dire vraiment vous guider, mais en utilisant nos ressources, et donc des ressources qui sont vérifiées. La DAS, elle n'avait pas une image d'enfer, et ça, vous revenez dessus, notamment en disant que ce qu'il faut bien voir, c'est que les choses ont quand même considérablement changé depuis 30 ans. L'aide sociale à l'enfance a changé, mais la société a changé aussi, en fait, tout ça a considérablement évolué. Quels sont les changements les plus importants ? Jusqu'en 1982, puis 1984, lorsqu'un enfant, alors 82 parce qu'il y a deux niveaux, il y a soit une prise en charge qu'on appelle administrative, c'est-à-dire que les parents signent un contrat, soit une prise en charge judiciaire avec l'intervention du juge des enfants. Jusqu'en 1982, un enfant qui était confié sur décision ou par décision judiciaire, cet enfant, une fois qu'il était confié, ne ressortait quasiment jamais jusqu'à ses 18 ans. Nous, l'image du pitbull. À partir de 82, les contrats qui sont signés avec les parents n'ont une validité que d'une année. Et à partir de 1984, la validité de la décision du juge ne dépasse pas 2 ans. Ça veut dire qu'il y a... On réinterroge en permanence cette question du placement, et on voit ce qui peut se passer. Il faut justifier pourquoi le placement va s'arrêter, et au contraire, pourquoi on doit le justifier et l'expliciter. Vous l'avez dit, vous êtes arrivé à 18 ans, du coup, un petit peu par hasard. Oui. Comment on s'insère du coup au sein de la communauté, et comment on grimpe on grimpe tous les échelons au final. En fait, l'idée, c'est pas forcément de grimper les échelons, mais plus de participer à l'éducation des jeunes, en tout cas quand on est encadrante. Ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas avec les jeunes, c'est du sens dans leurs activités. Donc c'est aussi l'intérêt de ces rendez-vous réguliers. Et du coup, vous parliez des vacances, tout ça se lit autour de projets, c'est-à-dire qu'on fait vivre des projets aux jeunes, et c'est les jeunes qui choisissent ces projets. Et donc c'est aussi comme ça que... C'est quoi comme projet ? Alors chez les plus jeunes, ça va être d'aller vivre comme Robin des Bois pendant une semaine. Donc ça va être vraiment des projets peut-être autour d'un imaginaire et de la nature. Et puis chez les plus grands... C'est Koh-Lanta chez vous, quoi. Pardon. C'est vraiment l'image qu'on a des enfants en uniforme autour d'un feu de camp. Il y a une image presque
rétro, quoi. Oui, mais alors il y a aussi des projets qui vont un peu plus loin. On a donc un rassemblement, nous, l'été prochain. On a une dynamique sur 2 ans qui s'appelle Clameur, qui fait référence notamment à la clameur du pape François dans son encyclique Laudato Si, qui est autour de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre. Et donc on a envie, nous, là, de proposer aux jeunes qui vont être concernés par cette dynamique d'avoir des projets autour justement de la protection de l'environnement et de rapports sociaux et donc de la protection des personnes en situation de précarité. Quelle est la différence de Totice AI par rapport aux autres plateformes? Exactement. En fait, la différence, c'est que si on prend le cas, on évoquait Parcoursup, qui est un petit peu d'actualité. Si on prend le cas de Parcoursup, le lycéen de terminale, là, il est confronté à 25 000 formations. Donc, il va trouver les ressources, notamment sur Totis, mais sur les autres médias d'orientation, l'ONICEP, etc. Il va pouvoir trouver toutes les ressources qu'il souhaite, comprendre les différentes formations qui existent, les matières, les débouchés, etc. Mais le problème, c'est que si on n'a pas du tout d'idée de ce qu'on veut faire, et là, on est confronté effectivement à une difficulté. Et l'intérêt d'ajouter de l'intelligence artificielle, c'est que en fait, dans Totis IA, il va rentrer ses spécialités au lycée, il va rentrer ses appétences. Je suis intéressé par l'économie, par l'art, par les sciences, la santé, etc. Et sur la base de ce profil-là, eh bien, en fait, l'intelligence artificielle va aller sélectionner des formations qui correspondent à ses appétences et aux formations et aux spécialités suivies au lycée, et elle va lui présenter du coup différents types de formations qui sont disponibles sur la plateforme Totis. Elle va faire la recherche d'orientation à sa place. Est-ce qu'on peut lui du conseiller d'orientation finalement? D'accord. Donc est-ce que comme un conseiller d'orientation, d'ailleurs, on peut lui poser des questions ensuite sur, je sais pas, la rémunération, les meilleures écoles pour se former à ce métier? Exactement. C'est tout l'intérêt. Vraiment l'intérêt, c'est que la ressource, c'est-à-dire le fond de l'information, ce soit sur la plateforme Totis. Par contre, effectivement, l'intelligence artificielle est là pour répondre à des questions. Ce qui vont être effectivement, est-ce que tu peux me comparer telle école et telle école, les différences, où sont les campus, etc. Est-ce que tu peux me comparer un BTS contre un BUT, telle licence dans telle université? Vraiment, l'utilité, c'est les questions, de lui poser des questions, la rémunération, les débouchés, le campus, les matières. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Aujourd'hui aux manettes, c'est Xavier Sanchez, au son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.